Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez vous, en Vendée. Vous avez été ministre, vous avez été député européen, président du Conseil général de Vendée. Vous êtes aujourd'hui écrivain, libre penseur, disons-nous, et puis fondateur du Puy du Fou, le parc d'attractions historique. Votre dernier livre, Le jour d'après, vient tout juste d'être publié chez Albin Michel. C'est 210 pages où vous revenez sur la crise aujourd'hui, la façon dont elle est gérée, dont elle a été gérée, vos inquiétudes aussi sur le monde d'après, et puis vous racontez aussi votre relation tumultueuse avec Emmanuel Macron. Je vous cite dans les premières pages: « J'ai souhaité publier les pièces à charge pour concourir à la recherche de la vérité sur tout ce qui se passe et qui nous dépasse. Ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains, ajoutez-vous. J'ai choisi mes lecteurs, ceux qui ne sont pas contents et qui n'ont rien dit et qui ne diront rien, mais qui n'en pensent pas moins. » Est-ce que vous acceptez que je dise de vous que vous avez quelque chose du fou du roi? Plus du fou. Voilà. Non, je suis au contraire avec un temps d'avance, dans une sagesse prémonitoire. Dans ma vie, j'ai toujours été un lanceur d'alerte. Par exemple, sur la Turquie, l'entrée de la Turquie, j'étais le premier à dire il ne faut pas que la Turquie rentre, etc. 3 ans avant, tout le monde. Sur les abeilles, quand il s'agissait de sauver les abeilles de l'imidaclopride. Sur Maastricht, j'étais le premier à inventer le mot souverainiste. Et donc, en fait, ça m'a valu des tours. On appelle le fou du roi celui qui est trop en avance, si l'on peut dire. Et, celui qui a le droit de tout dire, du moment qu'il le dit sur le ton d'une forme de moquerie ou de plaisanterie. Ah ce oui, qui n'est non, pas votre cas. Moi, ce n'est pas mon cas. C'est simple, je vais vous dire. On est dans une éclipse de civilisation. Et j'ai peur que notre pays disparaisse. Et je me fais le porte-parole de beaucoup de gens qui ont cette peur au ventre. La France pourrait mourir. Et donc, si on veut que l'aventure ne finisse pas, il faut vraiment prendre des mesures. Et il faut retrouver une politique de civilisation. Et en fait, j'ai écrit ce livre parce que c'est une anecdote, en fait. J'ai retrouvé l'article. J'ai écrit ce livre parce que le 19 décembre 2020, j'ai trouvé dans mon journal quotidien, Ouest France, un article intitulé « Le cerveau des Chiliens ne sera ni hacké ni manipulé. Le Chili pionnier en euro-droit ». Donc j'ai lu l'article et je vois que le Chili a l'intention de faire entrer dans sa constitution, d'inscrire dans sa constitution la protection du cerveau des Chiliens. Et quand je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On parle de transhumanisme, on parle des GAFA. Je lis le livre d'Olivier Babot, remarquable, Le nouveau désordre numérique. Et je me dis, mais on est peut-être en train de basculer, là, dans un monde totalitaire sans qu'on s'en aperçoive. Jusqu'à présent, j'ai cru que tout ça, c'était des rumeurs complotistes, voilà. Puisque le mot à la mode, c'est complotiste. Tout le monde est complotiste. Et donc, je me suis dit... Mais aucun complotiste n'accepte de l'être. Donc, si je vous demande est-ce que vous êtes complotiste, vous me direz sans doute, mais ça ne sera pas forcément une preuve que vous ne l'êtes pas. Alors la preuve qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas, c'est très simple, c'est les faits. Voilà, un complotiste, c'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui est dans le fantasme. Ce qui nourrit le complotisme, c'est quand nos gouvernants, eux-mêmes, ne sont pas dans la vérité nue. Vous voyez? Et quand on triche partout. Vous voyez, la tricherie implique la tricherie. Et en fait, je vais vous raconter que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un exercice de simulation que j'ai vu de mes propres... Que vous racontez dans le livre. Ouais. Un exercice de simulation qui a lieu le 18 octobre 2019, donc bien avant qu'on ne parle du Covid, à New York, avec vraiment le gratin mondial des puissances privées, Big Pharma, Big Data, Big Finance. Ils font une simulation d'une pandémie de coronavirus. Et en voyant ça, je me dis, bon, ça c'est pas truqué, c'est un fait. Je me dis, il y a quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, en fait,
savait. Alors attention, je ne dis pas. Mais ça avec quoi? C'est-à-dire, pardon, mais Alors, je voudrais quand même savoir, est-ce que au minimum vous laissez entendre, vous soupçonnez qu'il pourrait y avoir une forme de manipulation du monde entier dans cette histoire alors de... je vous remercie de me permettre de préciser. Parce que j'allais vous le dire. J'allais vous dire, non, je n'ai pas dit ça. Et dans mon livre, je dis ceci textuellement. Il y a des gens qui, dans les années 1994, au moment de l'OMC, au moment de la création de l'OMC, voulaient un monde sans frontières. Les uns, par souci idéologique, pour remplacer les frontières par les murs par des ponts, comme on dit, et les autres, dans un souci d'intérêt, pour ouvrir un grand marché planétaire de masse. Mais ce faisant, ils savaient, puisque nous le savions avec Jimmy Goldsmith, on avait fait une campagne là-dessus. Pardon, Philippe de Villiers, mais je voudrais quand même comprendre, qu'on revienne à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous sous-entendez qu'ils savaient qu'une pandémie arriverait? Non. Ou est-ce que vous vous dites, si une pandémie arrivait, alors ils voulaient l'utiliser Exactement. aux fins de contrôler davantage le monde? Voilà. Vous avez parfaitement résumé ce que j'allais vous dire, à savoir... Ils n'ont pas créé cette pandémie, mais ils l'utilisent alors. Alors, simplement, ils savaient, Jimmy Goldsmith, qui était un grand chef d'entreprise, qui avait profité du mondialisme, me dit à moi, il y a 200 000 microbes qui se baladent, et donc c'est une folie de faire un monde sans cloison, parce que, et il ajoute, et je le cite, si vous mettez 5 ou 6 milliards de personnes dans la même pièce, le microbe, s'il y en a un, il va mettre tout le monde au tapis. Donc en fait, ils le savaient. Et ils l'ont fait quand même. Jamais, je ne dirais, jamais on ne pourra prouver, parce que je pense que ce n'est pas le cas, qu'il y a des gens qui auraient inventé le virus. Vous ne pensez pas que ce virus a été inventé? Ça, c'est du complotisme. Non. En revanche, ce que je dis, à travers ce livre, paru le 2 juin 2020, c'est qu'il y a des gens, les géants du numérique, qui en tirent profit. Qui en tirent profit. Et Philippe de Villiers, on va revenir aussi à ce qui se passe ici en France et ce que vous décrivez comme une dictature hygiéniste. Mais je rebondis quand même sur ce que vous dites. Finalement, le grand paradoxe, c'est que vous pourriez, au fond, vous réjouir du retour. Vous dites que c'était une folie ce monde sans cloison, que vous aviez vous-même appelé à davantage de souverainisme. Vous pourriez être celui qui se réjouit, au fond, que l'une des conséquences, même si évidemment personne ne l'a souhaité, mais l'une des conséquences, c'est le retour des frontières. C'est drôle parce qu'il y a encore quelques semaines, souvenez-vous, la phrase de Emmanuel Macron, le virus n'a pas de passeport. Le problème, c'est que ceux qui ont le virus en ont un. Et donc, confinement, ça veut dire cum finis en latin, avec des frontières. Et donc, en fait, on a refusé la France par idéologie, Emmanuel Macron, par idéologie, on a refusé pendant des mois de fermer les frontières, puis on s'est aperçu que finalement, quand on ne fermait pas les frontières extérieures, il fallait fabriquer des frontières domestiques, c'est ce qu'on a fait. Donc, en fait, vous dites, on aurait pu éviter aux gens de rester chez eux si on avait fermé les frontières extérieures de la France? Bien sûr, il y a des pays qui l'ont fait. Voilà. Petite parenthèse, je suis allé en Espagne il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de frontières. Hein, bon. Mais ça ne marche pas. Les pays dont vous parlez, pardon quand même, mais les pays dont vous parlez, c'est des îles. C'est la Nouvelle-Zélande, c'est éventuellement l'Angleterre à un moment. Absolument, oui. C'est pas exactement notre cas quand même. Alors, les pays ont plus ou moins fermé leurs frontières. La Chine, par exemple, et tous les pays qui ont d'abord fermé leurs frontières en sont sortis les premiers. Et non, je crois que sur la question des frontières, c'est incontestable, puisque même aujourd'hui, Emmanuel Macron le oui, dit. Aujourd'hui, tout le monde y va. Et tout le monde dit, d'ailleurs, il y a un problème pour Schengen, etc. Non, ce qui me frappe beaucoup quand même, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que donc les gens comme moi qui sont souverainistes, attachés à la souveraineté externe et interne de la France, hurlaient dans le désert, un pays qui sacrifie son industrie au nom de la délocalisation systématique, au nom de ce qu'on appelait les chaînes de valeur globale, c'est un pays qui un jour peut se trouver dans le besoin. On disait ça, j'ai écrit. Pas que moi, tant d'autres, beaucoup plus prestigieux que moi. On se moquait de nous. Ensuite, un pays qui ne pense plus à son indépendance fondamentale, vitale, ce que De Gaulle appelait les intérêts vitaux. C'est un pays, par exemple, qui ne fait plus rien pour sa recherche.
vous vous rendez compte que la France est le seul pays du Conseil de sécurité qui n'a pas trouvé son vaccin. Et donc, en fait, comme disait Pasqua, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne le fera à sa place. Et tous les souverainistes de Chevènement à Séguin, on nous a mis hors du cercle de la raison, c'est la phrase d'Alain Minc, hors du cercle de la raison. À l'époque, on nous traitait déjà de complotistes, et en fait, nous avions raison. C'est la pandémie qui nous donne raison. C'est-à-dire qu'il faut demain construire un nouveau monde fondé sur l'idée de souveraineté, sur l'idée des accords des indépendances entre elles. Il ne s'agit pas de vivre tout seul à l'abri du monde, mais simplement de se dire, et c'est ce que ne fait pas Emmanuel Macron aujourd'hui, et c'est ce que je lui reproche, de se dire ce que la France ne fera pas pour elle, c'est pas l'Allemagne qui va le faire, c'est pas la Turquie qui va le faire, c'est pas les États-Unis qui vont le faire, c'est elle toute seule, elle, le peuple français. On a déshabitué le peuple français à l'idée de l'indépendance nationale. Sur la réponse française à la crise, qu'est-ce que vous auriez fait mieux? Une question d'abord sur les vaccins. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 millions de Français qui ont reçu la première dose de vaccin. Est-ce que vous êtes favorable à cette vaccination large? Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'il aurait fallu aller plus vite, encore plus vite, ou est-ce que vous n'y croyez pas? Alors moi, je pense que le vaccin, il y a beaucoup de polémiques sur le vaccin. Moi, je n'entre pas dans les polémiques pour une raison simple, c'est un moindre mal. Et je réponds à votre question, c'était la seule solution. Vous êtes vacciné d'ailleurs? Comment? Vous êtes vacciné vous-même? Alors moi, je ne suis pas vacciné pour une raison simple, c'est que j'ai eu le Covid. D'accord, donc vous n'avez pas besoin. Vous voulez que je vous dise par qui j'ai été soigné? Bah, allez-y. Ah, Vous allez me le dire. professeur Raoult. Vous avez été soigné par le professeur Raoult? Ça s'est très bien passé. Et je le remercie d'ailleurs. Je profite de l'écran. Vous avez été à Marseille ou vous avez été soigné à distance, par Peu téléphone importe. ou... Non mais attendez, c'est le concert entre... Non mais quitte à ce que vous nous le concert disiez, singulier, dites-nous tout. le colloque singulier entre le médecin et le malade. Voilà. Mais donc ça s'est très bien passé. Voilà. Et donc je ne vais pas me faire en plus un vaccin. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Vous avez reçu de l'hydroxychloroquine, simplement, pour dire les choses. Non, mais j'ai été soigné par le professeur Raoult. Après, si lui veut vous dire ce qu'il m'a donné, voilà. Bah, vous êtes le... Lui ne me le dira pas en tant que médecin, avec mais... un peu de Ricard aussi. Un peu de Ricard, ça fait du bien. Ça marche très bien. Ouais. Bon. Un pastis marseillais, je peux vous dire, c'est bon. Ça, c'est le moment où vous devenez fou du roi. Et alors, attendez, je voudrais vous dire quelque chose là. Vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas contre le vaccin. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est Vous passé. n'êtes pas contre le vaccin, c'est ce que vous me disiez. Non, Emmanuel Macron. Là aussi, c'est un grand reproche que je lui fais. Il privilégie l'idéologie. Et en fait, je connais l'histoire par cœur. Et je ne risque pas d'être démenti. Il est allé voir Madame Merkel. Et il lui a dit, on va faire un coup. Comme pour l'emprunt, avec le processus Hamilton. On va confier à la Commission le soin de s'occuper du vaccin. Alors Merkel dit, bah oui, mais ce n'est pas du tout le job de la Commission, elle n'a pas la compétence santé. Ça ne fait rien. Parce que si jamais on réussit ce coup-là, c'est fabuleux pour l'Europe. Donc Merkel s'est laissée entraîner par Macron, et les voilà partis, et confie à la Commission le soin de s'occuper du vaccin. C'est une catastrophe. Mais c'est pas tant une catastrophe, enfin, c'est-à-dire c'est une catastrophe. De toute façon, il faudra évidemment regarder à la fin. Regardez le monde autour de nous. Mais finalement, ça a été une catastrophe dans la lenteur. Mais aujourd'hui, le nombre de doses arrive malgré tout. Et il y a eu une forme de solidarité. Autant il n'y a pas eu de solidarité pour le reste, mais sur le vaccin, les Européens se sont mis d'accord. Non, mais alors là, attendez. Regardez l'Angleterre. Boris Johnson. Le mec. C'est l'œil de lynx. C'est ça une nation. Israël, pareil. Bon, ils vont voir Pfizer, ils disent bon allez, on paye, hein, etc. Voilà, on discute et on paye. Voilà, parce qu'une nation, une vraie nation digne de ce nom, elle se démerde. Elle n'attend pas le voisin. On n'attend pas le voisin allemand. Bon, et même si on a de la sympathie pour le voisin allemand, parce qu'on est alliés, parce que c'est raisonnable de travailler ensemble, ben, quand il s'agit de sauver la peau d'un peuple, à ce moment-là, ben, on se débrouille. La pire des choses pour un homme politique, la pire des choses, le pire des vices, c'est la candeur.
parce que c'est le peuple qui la paye, cette candeur. C'est trop facile d'aller dans les médias et de dire oui, mais moi, je suis pacifique, moi, je suis pour l'union, le vivre ensemble, etc. Ouais, et puis ça se termine toujours très mal. Voilà. Ce qu'on demande à un homme politique, c'est la force de caractère, au nom de ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire la défense du plus petit. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron a gouverné avec la peur? Oui. Alors, oui, j'en ai souvent parlé. En parlant d'Édouard Philippe. Et en fait, il m'a un jour confié, le 17 mai 2020. Je ne trahis pas un grand secret, mais puisqu'il me l'a dit, je vous le dis. Il m'a dit, en fait, on me fait un reproche que je ne mérite pas, c'est de réunir le Conseil de défense. Parce que ce sont tous les ministres qui, en réalité, ne veulent plus prendre de décision dans leur ministère et qui ont compris que le Conseil de défense est un dôme immunitaire sur le plan juridique par rapport à leur risque pénal. Ce que d'ailleurs le Premier ministre aura l'honnêteté de confirmer, je crois, devant le Sénat ou l'Assemblée nationale, Édouard Philippe à l'époque. En d'autres termes, on paye au prix fort le sang contaminé. Mais pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai été président d'un conseil général, je sais ce que c'est, n'importe quel panneau de basket qui tombe, le maire, il est derrière. Et il a une responsabilité pénale. Mais c'est épouvantable. Et en fait, la grande faute de Chirac que Macron va recommettre, c'est d'avoir mis dans la Constitution le principe de précaution. Parce que quand vous mettez dans la Constitution le principe de précaution, vous ne faites plus rien. Moi, quand j'ai créé le Puy du Fou, j'avais mis le principe de précaution, j'aurais jamais rien fait. Vous ne faites rien. Si vous êtes chef d'entreprise, là, aujourd'hui, que vous avez délocalisé, vous avez envie de revenir à l'appel de M. Bruno Le Maire, mais vous ne revenez pas. Parce que là, ils nous mettent un écocide maintenant, un délit d'écocide, les Khmers verts. Vous parlez des écologistes. Oui. C'est des Khmers verts? Oui. Je vais vous dire pourquoi c'est les Khmers verts. Ils ont 3 idées qui ressemblent aux Khmers verts, aux Khmers rouges, verts. Bon. La première, c'est décarboner. En supprimant le nucléaire, ça veut dire qu'on va avoir plus de carbone. Décarboner, ça veut dire on congèle tout. On n'a plus le droit de prendre sa voiture pour aller en ville. Tout le monde à vélo. Plus d'avions, évidemment, comme dit la dame de Poitiers. Deuxièmement, c'est décroître. Ça veut dire que, par exemple, le délit d'écocide, moi, je connais 2 entrepreneurs chez moi, là, qui disent on ne revient pas. Parce qu'avec leur délit d'écocide, on va se retrouver au tribunal. Et troisièmement, le plus important, Apolline de Malherbe, c'est transformer la France en un camp de rééducation permanente. La mosquée de Strasbourg, la cancel culture, le budget genré, le sapin de Noël. Enfin, on voit bien ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, c'est changer Pourquoi de... il y a une cohérence dans tout ça? Oui, il y a une cohérence dans tout ça. C'est détruire tout ce qui ressemble à l'ancienne société, la société de voisinage, la société du savoir-vivre, la société de la civilité française. Parce que le sapin de Noël, ça paraît tout bête, c'est un détail, c'est une erreur, c'est bon. Le sapin de Noël, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est donc le maire de Bordeaux qui a parlé du sapin de Noël qui traditionnellement ornait la place de la mairie comme d'un arbre mort et qui a préféré n'en pas en mettre cette année. Voilà, donc en fait, il faut raccorder ça au budget genré, il faut raccorder ça... Le budget genré, c'est la mairie de Lyon. Voilà, et en fait, ils veulent transformer la société. Mais vous savez, la première personne qui a fait le budget genré, c'est Margaret Thatcher. Oui. Margaret Thatcher, c'est pas forcément votre ennemi. Oui, je la connaissais très bien. Elle trouvait ça très intéressant comme idée, donc tout n'est peut-être pas à jeter. Philippe de Villiers, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le risque pénal. Vous l'aviez évoqué sur le plateau de Routel-Krief et je voudrais vous citer la réponse qu'Édouard Philippe vous fait dans son livre. Il publie ce livre dans lequel il revient sur le déconfinement, sur sa volonté de rouvrir notamment les parcs d'attractions en juin dernier. Et il dit « Colère du vicomte, colère contre la prudence, colère contre la technocratie, contre l'incompréhension crasse de ce qu'est la France profonde, la vraie France, la France éternelle, que lui, vous donc, que lui connaît, car lui,
y vit et lui en descend. Et plus loin, Édouard Philippe écrit « Revendiquant par ailleurs et avec hauteur le respect des usages immémoriaux, mais faisant état sans vergogne, comme le premier plumitif venu de ses échanges avec le président de la République ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, je n'en veux pas du tout parce que c'est quelqu'un qui n'est pas désagréable. C'est un énarque. Comme vous. Oui. Et c'est pas forcément péjoratif. C'est-à-dire qu'il a un sens de l'État. Et en fait, là, il panique. Ce qu'il raconte, c'est sa panique parce que Macron, qui lui n'encourt pas le risque pénal, lui dit, bon, ça suffit maintenant, il faut ouvrir. Et lui, il dit, attendez, vous me permettez, si on ouvre et que nous, on a un problème après, c'est nous qui allons en tôle. Voilà la dialectique entre les deux hommes. Donc il y en a un qui, de toute façon, est protégé par sa fonction, l'immunité présidentielle, et l'autre qui n'est pas protégé. Et en fait, Emmanuel Macron me dit, vous devriez appeler Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, très gentiment, m'appelle, et il me fait comprendre, il me dit, bah, c'est bien gentil tout ça, mais si jamais on a un problème, bah, c'est nous qui allons déguster. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est... Aujourd'hui, d'ailleurs, les parcs d'attractions de fête sont fermés. Voilà, absolument. Donc ça, vous l'acceptez? Bah, on est comme tous les Français, on est bâillonnés jusqu'au cou, on attend que la prochaine erreur. Il y a quand même une chose. Parce que, attendez, erreur, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, moi je reproche 3 choses à Emmanuel Macron. Je le lui ai dit, donc la première, c'est d'avoir fait un confinement de masse et non pas tout de suite un confinement ciblé sur les personnes à risque et sur les zones à risque, comme on a fait après d'ailleurs. Mais si on l'avait fait plus tôt, je pense qu'on en serait sorti plus tôt. Ça veut dire que vous auriez pu être favorable à l'idée de confiner les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées? Ben, c'est évident que ceux qui... je veux dire... Ils n'en voulaient pas. Ouais. Il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour le refuser. On dit aujourd'hui, oui, c'est un confinement moyenâgeux, le confinement de masse. En fait, au Moyen-Âge, j'ai regardé ça, il y avait la quarantaine et le lazaret, on confinait les mal portants, on ne confinait pas les bien portants. Mais les personnes âgées l'auraient vécu comme une forme de stigmatisation, tant pis. Alors, je ne dis pas les personnes âgées, je dis simplement que 80%... Enfin, les plus vulnérables, c'était les personnes âgées. Des personnes vulnérables sont des comorbidités. J'élargis votre question. Et donc, on pouvait très bien repérer les comorbidités, trouver un système qui aurait permis d'éviter la catastrophe. La deuxième chose que je reproche à Emmanuel Macron, elle est plus grave. C'est qu'il a transmis les pleins pouvoirs, comme on disait en 40, au maréchal Delfrécy, c'est-à-dire au biopouvoir. Aujourd'hui, c'est les médecins qui commandent. D'ailleurs, il en pâtit le premier. Non, mais vous faites comme si c'était Pétain. Non, mais Philippe de Villiers, vous savez très bien, vous maniez parfaitement l'histoire. C'est une expression. Vous jouez, oui, mais vous l'usez. C'est une expression qui a une vocation pédagogique. Oui, et d'ailleurs, la preuve, ça a très bien marché, parce que vous l'avez parfaitement... C'est de la provoque. Il y a de la provoque. Attendez, alors, troisièmement, je vais vous dire, là, et vous allez me dire si c'est de la provoque. Vous savez, il y a un livre de Wells sur les Morlocks et les Éloïs. Et il dit, Wells, les Morlocks, ils sont sous terre, ils ont tellement peur qu'ils ne viennent plus à la lumière, et ils travaillent pour les Éloïs, ceux qui sont dans la bonne aise, et qui, eux, bénéficient de la lumière. En d'autres termes, les non essentiels... et c'est ce que j'appelle le jour d'après. Le jour d'après, c'est un monde que dans vous lequel... redoutez, hein. Que je redoute. C'est un monde dans lequel, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse. C'est un monde dans lequel, au nom du tout numérique, on sacrifie la société de voisinage. Et c'est un monde dans lequel, au nom du transhumanisme, on dénature l'espèce humaine. Quand j'étais jeune, je me souviens des discussions avec Olivier Guichard, etc., le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui disait, ouais, de toute façon, les petits commerçants, c'est de l'inflation, tout ça, etc. Et je dis, attention, vous allez tuer les centres-bourgs, c'était du temps des grandes surfaces. Et là, maintenant, avec en ligne, tout le monde fait en ligne, on a fermé les bistrots, durablement, on a fermé les restaurants, on a fermé les commerces de proximité, on a fermé même les librairies, comme si la France n'était pas un acte littéraire. Et pour moi, ça, c'est une faute majeure. D'avoir séparé les essentiels des non essentiels. Ah oui, parce que si vous voulez, pendant ce temps-là, M. Jeff Bezos
prospère et il envoie des satellites. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné le pouvoir aux géants du numérique qui sont en train de mettre notre fort intime en algorithme. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est-à-dire si en effet les médecins disaient, et si vous aviez été au pouvoir, vous les auriez aussi écoutés, au minimum écoutés. Alors, et s'ils vous avaient dit, voilà, ce sont des lieux de contamination, les restaurants, les commerces, les petits commerces où du coup il y a moins d'espace, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit, c'est pas grave, on continue? Mais non. J'aurais pas dit ça. J'aurais dit ce que je vois tous les jours, c'est que il y a de la contamination dans le métro, il y a dans les grands espaces qui sont préservés, dans le train par exemple, mais on ne touche pas à la dame SNCF. Et en réalité, le petit commerçant du coin qui est en train de crever, on s'en fout, quoi. Vous voyez, c'est très très grave en fait. C'est très grave. Pourquoi? Parce que c'est la civilité. En fait, vous voyez, Emmanuel Macron, il ne sait pas ce que c'est qu'un petit maire. Ouais, la France, c'est les petits maires. Les petits maires, c'est la petite association, la petite commune. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, avec le Puy du Fou. Mais donc, je sais ce que c'est. Et donc, en fait, ils s'en foutent qu'on crève. Ils s'en foutent tous qu'on crève. Mais en fait, qu'est-ce qui va crever? Nous. Nous, c'est-à-dire les indépendants. Vous dites qu'Emmanuel Macron s'en fout qu'on crève? Oui, bien sûr. Oui. Il veut être élu. Il s'occupe de sa réélection. Vous avez regardé, il s'occupe de l'ENA. C'est intelligent. C'est un non-sujet, l'ENA? C'est une diversion. Vous savez ce qu'il fait là, avec cette histoire de l'ENA? Il dit aux Français, je vous ai compris, haro sur les fonctionnaires. En fait, il leur donne la tête des fonctionnaires? Voilà. Il leur donne, en fait, il est comme un chef de guerre qui sacrifierait ses grenadiers voltigeurs pour gagner la guerre. Bon. Donc, en fait, là, si vous voulez, moi, je suis le premier critique sur l'ENA. J'ai écrit des pages sur l'École nationale de l'arrogance. Et vous êtes vous-même énarque? Alors, oui, j'en ai réchappé d'ailleurs, parce que j'ai fait l'ENA buissonnière, parce que c'est pendant l'ENA que j'ai fait le Puy du Fou. Donc, j'ai été un très mauvais élève. Bon. Mais attendez, Philippe de Villiers, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur ce que vous dites. Vous dites, en fait, en vrai, Emmanuel Macron s'en fout qu'on crève. Il ne pense qu'à sa réélection. Vous êtes d'une dureté à son endroit, alors que encore récemment, vous dîniez à sa table. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous quand même quelque chose, au minimum, d'une forme d'ingratitude, peut-être même un peu chippie? Vous êtes un peu chippie. Alors, d'abord, moi je pense à tous les petits restaurateurs, tous les petits commerces de proximité qui ne vont pas se relever. Non, mais bien sûr, je sais la gravité. Je sais la gravité. Et je ne minimise pas cette gravité. Je parle simplement de vous, Philippe de Villiers, qui allait dîner à l'Élysée et qui ensuite racontait et qui ensuite est si dur à son endroit. Donc vous changez de sujet là. Alors, je vais vous répondre. C'est faire offense au président de la République que de croire qu'il achète le silence des gens. Je m'explique. Moi, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'est pas moi qui ai voulu le voir, c'est lui qui a voulu me voir. Bon, et je lui ai tout de suite dit, et Brigitte a tout de suite embrayé. Attention, on a rien... Autant vous le critiquez lui, autant elle continue à avoir à vos yeux vraiment... vous la préservez. Je leur ai dit, je vous préviens, vous n'arriverez jamais à me faire monter dans la bétaillère. Bon, d'abord, moi, je veux rien. C'est fini. J'ai tourné la page de toutes les envies. Et donc, vous n'avez rien à obtenir de moi en me proposant quelque chose. Et ensuite, moi, j'ai des convictions. Je me bats pour ces convictions. Donc, si vous me laissez tranquille, et si vous me laissez vous dire, tout pendant qu'on sera amis, tout ce que j'ai envie de vous dire, alors, ce sera une amitié dans la vérité. Ça a été le cas jusqu'à récemment. Vous racontez un dîner dans lequel, visiblement, il a du mal à accepter que vous ne soyez pas d'accord. Oui, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ça a été mouvementé parce qu'à de nombreuses reprises, notamment au moment des Gilets jaunes, je lui ai dit, là, vous déconnez à plein tube, là, ça ne va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Et là, il est en train de recommencer avec son histoire de climat, le référendum, bon, l'histoire de l'ENA, tout ça. Il ne sent pas le pays. Voyez. Et je vais vous dire une conversation essentielle où on s'est regardé dans les yeux tous les deux. Je lui ai dit, il me dit, qu'est-ce que doit faire le prochain président? Il venait d'être élu. Je réfléchis et je lui ai dit, voilà, il ne sera pas jugé par le peuple français sur ce qu'il aura changé, mais sur ce qu'il aura sauvé. C'est-à-dire les murs porteurs, l'autorité, la liberté, l'identité,
la sécurité, la souveraineté. Et j'ai cru naïvement qu'il comprenait les murs porteurs. Or, 5 ans après, les murs porteurs sont effondrés. Il a laissé se déchirer les tissus conjonctifs de la France industrieuse. La start-up nation est en EHPAD. Et il a laissé se dresser un mur invisible entre deux sociétés, face à face, comme dirait Gérard Collomb. La société française, abîmée, qui s'abîme, qui se désagrège, et une contre-société, on parle beaucoup de la cancel culture, l'intersectionnalité, le décolonialisme, qui est en train de ressembler de plus en plus, là je sens que vous allez tomber à la renverse, mais tant pis, qui ressemble de plus en plus à un phénomène de colonisation. De colonisation? C'est-à-dire nous serions la France, le pays colonisé? Oui. Et quand j'écoute Assa Traoré, c'est ça qu'elle dit en fait. En fait, elle dit, vous êtes... elle fait une analyse systémique, comme elle dit. Elle dit, vous êtes des colonisateurs, donc maintenant on va vous faire rendre gorge à notre tour. Et en fait, c'est ça qui est en train de se préparer, l'islamo-gauchisme, etc., des universités, la vague qui monte, et je vais être précis, c'est une colonisation de peuplement, en fait, donc avec un différentiel démographique qui nous condamne à terme, c'est une colonisation de territoire, parce qu'il y a 200 ou 300 territoires français qui ne sont plus français, et c'est une colonisation des esprits. Et ça, c'est le plus terrible. Attendez, la colonisation des esprits, je vais revenir là-dessus. C'est quoi la colonisation des esprits? Vous avez les assaillants qui exigent des assaillis de ne plus défendre le dépôt millénaire, le trésor moral de la France. De nous faire mettre un genou à terre. Et en face, vous avez quoi? Vous avez les bourgeois de Calais. Les bourgeois de Calais, un genou à terre, tête cendrée, robe de bure, et qui remettent le trousseau de craie. Et qui disent, oui, on se repent, c'est épouvantable, on est un pays épouvantable, on ne va pas commémorer Napoléon, etc. Voilà. Et donc, en fait, mais bien sûr que si, vous voyez bien, regardez l'écriture inclusive, par exemple. On est en train de sacrifier notre langue parce qu'on a la trouille. Est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à tout ça? En fait, est-ce que la réalité, c'est que l'écriture... Est-ce que l'écriture inclusive, dont on parle beaucoup comme d'un étendard, est-ce qu'en fait, dans la réalité, ni vous ni moi ne l'utilisons, personne, en réalité, ne l'utilise, sauf une poignée de militants, et elle va peut-être même disparaître d'elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous une façon d'agiter, justement, ce qui va faire peur? Oui, alors c'est drôle ce que vous dites, parce que quand j'ai commencé ma politique, on disait, mais tournez-vous parler de l'immigration, mais il n'y a rien du tout. Voilà. Voilà. Et après, on dit, mais non, c'est une chance pour la France. Bernard Stasi, c'est une chance pour la France. Bon. Ce sont des minorités, mais Lénine disait très bien. Et Gramsci aussi. Et moi, je sais. Parce que j'ai étudié Gramsci. Ce sont les minorités qui font l'histoire. C'est pour ça que c'est pas foutu. Parce que si, parmi les gens qui nous entendent, il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent, putain, ce mec, il dit la vérité. Ben, on y va, quoi. Mais on va pas se laisser faire. On y va. Par exemple, moi, je suis ancien de Sciences Po. Je suis allé à Sciences Po récemment, j'ai pas pu rester. Je me suis fait virer. Manu militari, physiquement. Vous avez été physiquement sorti de Sciences Po? Physiquement sorti, oui. Au tourniquet, là, la porte-tambour. Oui, voilà. Et donc, et ça serait pareil si j'allais dans une université. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les Français ne peuvent plus aller. Philippe de Villiers, vous dites à un moment dans votre livre, peut-être que dans quelque temps, un livre comme celui-ci ne pourra même pas paraître. Oui. Est-ce que vous n'allez pas jusqu'à être un peu paranoïaque pour échauffer les esprits? Alors attendez, vous connaissez Sylviane Agacinski? Bien sûr, la femme de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, elle-même philosophe. Vous allez sans doute me parler de l'épisode où elle n'a pas pu aller faire sa conférence à l'université de Bordeaux. Voilà. Parce qu'elle voulait remettre en cause la PMA et la GPA. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, avec le concept d'islamophobie, il faut être très prudent. Est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui la judiciarisation de la vie politique française? Le risque pénal dont vous parliez tout à l'heure. Mais la judiciarisation, c'est-à-dire que là, je fais très attention à tout ce que je vous dis. Oh, pas très attention quand même. Hein? Faites pas très attention, non.
Ah bon, vous trouvez? Non, je n'ai pas le sentiment en lisant votre livre que vous fassiez très attention. Et vous êtes toujours là. Et donc, au fond, vous êtes la preuve vivante qu'on peut dire des choses, Mais, qui sont parfois un peu de la provoque, qui sont parfois justes, alors, je vais vous en dire, tout cas qui ne sont pas Apolline de mainstream. Malherbe, je peux vous dire que faites un petit sondage là, sur les gens qui entendent parler en ce moment de ce qu'on appelle la cancel culture. Vous vous rendez compte? La cancel culture, il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire l'annulation. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Mais... Attends, je vais prendre un exemple parce que personne ne connaît. Vous savez que vous connaissez l'opéra. Bien sûr. Bon, l'opéra, c'est pas rien. Il y a un répertoire. Eh bien, en ce moment, la Bayadère et le Lac des Cygnes sont sur la sellette. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport qui a été confié au nouveau directeur. Et dans ce rapport, on dit non, mais c'est pas possible, les petits chaussons roses et la blanchité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apolline de Malherbe, est-ce que vous vous rendez compte que on ne parle plus de la lutte des classes, on parle de la lutte des races. C'est-à-dire que ce sont ceux-là même qui ont créé SOS Racisme. Vous parlez carrément, Philippe de Villiers, d'un racisme élyséen à propos du comité Portrait de France qui a été chargé par Emmanuel Macron d'aider les élus à renouveler le nom des rues pour que ce nom des rues soit plus conforme à une société diverse. Vous parlez à ce propos, je vous cite, de racisme élyséen. Oui. Sauf que les propositions de rue, c'est notamment la rue Marius Trésor, la place Charles Aznavour, l'allée Lino Ventura. Est-ce que vraiment vous pouvez parler de racisme élyséen? Alors, ils sont sous-représentés. Attendez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Moi, je suis un fan de Marius Trésor. Les gens que vous venez de citer, je suis un fan. Bon, et je peux en citer beaucoup d'autres. Raymond Coppa, Kopaczewski, etc. Donc voilà. J'adore Zidane, j'ai pas de problème avec ça. C'est Bainville, mon maître, grand historien, disait la France, c'est beaucoup mieux qu'une race, c'est une nation. Alors, tant mieux. Alors voilà, j'y arrive. Que, par exemple, on fasse une rue à Alexandre Dumas, parfait. Mais si on ajoute, comme fait Macron, c'est là sa faute. C'est un métis, donc il faut qu'il ait sa rue. Là, je suis plus d'accord. En fait, vous ne voulez pas de quotas, c'est exactement toujours cette extrême... C'est-à-dire que je ne veux pas de la discrimination positive, parce que la discrimination positive consiste en la préférence étrangère, alors que le socle... Vous voulez qu'ils aient une rue à leur nom parce qu'ils le méritent et non pas parce qu'ils incarnent. Exactement. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à parler de racisme élyséen? Ah ben bien sûr, parce que c'est un racisme à l'envers. J'aimerais bien vous entendre sur une autre des polémiques de cette semaine, ou en tout cas des interrogations sur cette messe de Pâques qui a eu lieu en plein Paris, dans une des paroisses parisiennes, l'église Saint-Eugène. Messe de Pâques avec prêtres, servants de messe et fidèles qui étaient sans masque, la communion directement dans la bouche. 2 ecclésiastiques ont été placés en garde à vue et il n'y a pas encore de poursuite. Est-ce que vous vous dites ils ont bien fait d'exprimer leur liberté, ou est-ce que vous condamnez ce comportement? Non. Je me dis la chose suivante. La France est un vieux pays. L'Église catholique a 2000 ans. Le Saint-Sacrement, ça a 2000 ans. Porter le Saint-Sacrement, ça a 2000 ans. Et donc... on peut avoir de la compréhension pour quelqu'un qui, depuis 2000 ans, fait le même geste, et au lieu d'appliquer les gestes barrières, applique les gestes de l'infini. Voilà, c'est tout. Mais pendant que vous vous intéressez à ça... En pleine pandémie, ça veut dire que pour vous, la loi de Dieu est au-dessus de la loi de la République? Ah non, mais ça veut dire tout simplement que y a des mesures de... Il y a une loi aujourd'hui. Non, mais attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis il y a des mesures de précaution pour tout le monde. Bon. Donc aussi. Oui. D'ailleurs, là, nous-mêmes, on est en faute, là. Non, on a plus de 2 mètres. Ah, ouais, enfin, quand même. Et on est dans un espace très ouvert. Enfin, là, je peux vous dire que... Non, vous exagérez. Philippe de Villiers. Moi, je ne sais pas, mais là, pour les catholiques, en fait, il pourrait y avoir des exceptions. Donc, attendez. Tout le monde porte le masque, personne ne met la main dans la bouche de l'autre. C'est drôle, parce qu'il y a toute une société médiatique qui s'acharne sur les églises, sur ce qui se passe dans les églises. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire que dans les mosquées
il se passe plein de choses. Donc, comme ça se où il y a passe dans pas les de mosquées, masque. on peut le faire chez les catholiques? Non, c'est pas ça, mais je veux dire, cet acharnement. De ma part, vous ne pouvez franchement pas dire ça. Ben non, il n'y a pas d'acharnement. J'ai parlé tout autant du carnaval dans les rues de Marseille, des raves mais c'est comme l'affaire Chalençon. Intéressons-nous à des choses graves, sérieuses. Voilà. Et cherchons pas partout des boucs émissaires. Mais je vois quand même que pour eux, il y a une petite excuse quand même. Oui, je les comprends parce que c'est des gens qui tiennent debout la société, ce qu'il en reste. Voilà. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale, ce débat sur la fin de vie, sur l'idée de légaliser l'euthanasie. Ça n'est finalement pas passé parce qu'il y a eu notamment une obstruction parlementaire. Le débat n'a pas pu avancer. Mais il y a eu des voix qui se sont élevées pour légaliser l'euthanasie, même si le mot n'est pas tout à fait prononcé. Je voudrais que vous écoutiez le témoignage de Line Renaud. Elle était l'invitée de Maxime Switek sur BFM TV cette semaine. On choisit sa façon de vivre. On peut choisir, on doit choisir sa façon de mourir. C'est tout simple. Je veux choisir ma façon de mourir. Et on ne va pas décider pour moi. Il faut que cette loi passe. Il y a eu la loi pour l'avortement, il y a eu la loi pour la peine de mort. Il faut qu'il y ait une loi pour l'euthanasie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, je comprends très bien ce que dit Line Renaud. C'est très humain. Vous auriez pu me faire écouter également Françoise Hardy, qui a dit ça. Il faut être, sur ce sujet, extrêmement précis, tout en étant extrêmement humain. Voilà ce que je pense. Quand on est à la fin de sa vie, ou quand on est à la souffrance, nul ne sait à l'avance quelle sera sa réaction. Pour avoir vu des proches mourir, je sais de quoi je parle. Alors, en fait, la civilisation est bien faite. La loi aussi. Ce qui me choque, c'est le moment et le fond dans ce projet. Le moment, c'est au moment où on veut sauver des vies, qu'on se met à parler du suicide assisté. Il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose d'inopportun. C'est pas le moment. Voilà pour le moment. C'est une faute. Emmanuel Macron n'aurait jamais dû laisser faire ça. Et sur le fond, les médecins prêtent un serment qui est le serment d'Hippocrate. C'est le fondement de notre civilisation. Le serment d'Hippocrate, ça veut dire je peux accompagner quelqu'un pour une mort douce, pour une mort tranquille. Je ne peux pas le tuer. Et donc il y a deux formes d'euthanasie. C'est l'euthanasie active, qui est un crime, et l'euthanasie passive, qui est une non-assistance à personne en danger. Il ne faut pas sortir de ce cadre-là, parce que aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe, que je connais bien. Ce sont les soins palliatifs. Et donc je dirais, pour être précis dans la réponse, non à l'acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable, oui aux soins palliatifs. Et je pense au soulagement de la souffrance. Et donc, les soins palliatifs permettent d'amoindrir la souffrance et répondent à l'angoisse qu'on peut tous avoir dans le dernier moment de souffrance, l'ultime moment de souffrance de sa mort. Si jamais on abandonne le serment d'Hippocrate, qu'est-ce qui se passera? Comme d'habitude, d'immenses dérives. Et donc, si vous ne tenez plus la société sur ses principes, elle s'en va à l'abîme. Mais, Philippe de Villiers, je voudrais qu'on puisse se projeter, 2022, si, comme tous les sondages aujourd'hui, mais tout peut encore changer, c'est Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, vous voterez qui? Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous cache derrière son petit doigt. Non,
Je ne vous ai pas donné cette impression. Alors, là, en fait, on est dans une période de congélation. Et vous faites des analyses politiques tous les jours, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, bon, les gens sont enfermés, sont confinés, ils ne sont pas dans le match. Donc on n'est pas dans la course des petits chevaux. Le jour où la glaciation va être finie, peut-être cet été, peut-être à l'automne, le jour où les Français vont retrouver leur liberté, leur sourire et leur parole, je peux vous dire que la décongélation va produire des avalanches et qu'on ne va pas vers ce schéma-là. Vous ne croyez pas à un duel Marine Le Pen et Emmanuel alors, Macron? d'abord, je crois que... Je ne crois pas que j'ai du mal à penser qu'Emmanuel Macron puisse se représenter. Il n'en a pas envie ou il ne pourra pas le faire? Il ne pourra pas. Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Quand vous avez enfermé un peuple pendant 1 an, le peuple s'en souvient. Ce n'est pas un bon souvenir. Donc, l'idée, ça veut Oui, dire bah, que par exemple, vous vous dites Clémenceau. qu'au fond, pour se débarrasser de la pandémie et du mauvais souvenir de la pandémie, il faut aussi chasser celui qui incarnait la France à ce moment-là? C'est injuste et c'est humain. C'est-à-dire, Clémenceau, il a gagné la guerre. Il n'est pas resté. Churchill, vous vous rendez compte, l'injustice. Parce que quand votre nom est associé à un malheur, vous partez avec le malheur. Voilà. Non, ce que je crois, c'est que les Français, en fait, beaucoup d'entre eux, vous allez voir les conséquences de ces missions-là, beaucoup, ils pensent comme moi, en fait. Et on aura le bol, quoi. Et du coup, ce que j'appelle l'avalanche, quoi. C'est-à-dire que quand ça va décongeler, mais ça va goûter de partout. Est-ce qu'il y a des personnages dont vous vous dites, ou des personnes importantes dont vous vous dites, il pourrait y aller? Alors, on a parlé de votre frère, hein, le général Pierre de Villiers, on parle de quelqu'un comme Éric Zemmour. Petite parenthèse, si Pierre avait été à la tête des vaccins, il y a longtemps que ça serait résolu. Hein. Un gars comme ça, vous voyez. Vous le regrettez? Vous regrettez qu'il n'ait pas été gardé aux manettes? Je pense que un chef militaire aurait pu, en termes de logistique, être meilleur que Vous avez dit tout à l'heure, moi je n'ai plus envie, de rien, je suis sur autre chose. Vous avez choisi le Puy du Fou, vous avez choisi une autre vie aujourd'hui. Votre frère, et certains aspirent à ce qu'il incarne justement une autre France et qu'il puisse se présenter. Est-ce que vous le souhaiteriez, au-delà de son souhait à lui? Ah non, mais attendez, alors, entre frères, on est très très liés. Hein. C'est mon petit frère, alors, je l'aime énormément, mais je ne veux pas parler à sa place. Sur la présidentielle, je remets la balle au centre. Il y a 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez de la course des petits chevaux? Bon, et moi je vous réponds, pour l'instant, la course des petits chevaux, elle n'est pas lancée. Vous m'avez bien dit que tout était dans la glaciation. Donc, mais vous m'avez aussi dit que vous voyez la suite dans votre boule de cristal et que vous voyez que ça va être quand même une sacrée avalanche. Je pense qu'il y a une classe politique qui va être liquidée. Parce que tous ceux qui nous ont quand même mis dans la situation où on est depuis longtemps, hein, les murs porteurs, ils sont tombés, ils ne sont pas devenus. Mais il y a déjà eu du dégagisme. Bon. Et donc, il y a les nouveau héritiers. Les héritiers de tout un monde qui est en train de s'écrouler. Est-ce que vous êtes aussi cruel, parce qu'il y a une forme presque de cruauté à l'endroit d'Emmanuel Macron aujourd'hui, parce que vous vous en voulez d'y avoir cru? Non. D'abord, je ne suis pas cruel. J'ai de la tendresse. Pour Brigitte Macron, mais pour lui, vous n'êtes pas très tendre. Non, mais c'est un young global leader. Et c'est un enfant du numérique. Je peux vous le définir, si vous voulez, parce que je le connais bien. Ouais. En fait, il y a 3 jeunes hommes en lui. Le premier jeune homme, c'est celui du Touquet, qui, avec un copain, un ami commun, tous les soirs, se faisait parieur, il prenait son risque. Et pour le jeune homme du Touquet, du casino, la France est une société de dominos avec laquelle on peut jouer. Il est joueur, Emmanuel Macron? Oui, il est joueur. C'est un parieur. Ben, la preuve, il parie à chaque fois, y compris le déconfinement, le confinement. À chaque fois, c'est des paris. C'est un joueur.
Après, il y a l'enfant Damien, sur les planches, qui pratique la phrase de Louis Jouvet, « Le théâtre, c'est le verbe ». Et il croit que ça s'arrête là, qu'il suffit du verbe. Non, il y a le verbe et il y a l'action. Et donc, il n'incarne pas. Et en fait, le troisième personnage, c'est celui qui a été distingué à Davos en 2016 par Klaus Schwab, le président du Forum économique de Davos. C'est pas rien. Young Global Leader. C'est-à-dire une forme de mondialisation. C'est ça. Il est profondément mondialiste. Merci Philippe de Villiers de nous avoir reçus ici chez vous en Vendée. Le titre de votre livre, c'est Le jour d'après. Et vous le dites, ça va mal finir. Ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et cet entretien, comme tous les autres, est à retrouver en replay sur bfmtv.com. Merci. Merci.